Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là ce matin et bon début de journée. Je suis Sébastien, doctorant en deuxième année de sciences du langage, sous la direction du professeur Jacques Vernodon et co-direction d'Alexandre François du CNRS. Le sujet de cette thèse, sous l'égide de la MSHP, donc la Maison des sciences de l'homme du Pacifique. La version courte du sujet de la thèse, c'est Digital Inferential Grammar for Endangered Languages, grammaires inférentielles pour langues en danger. Vous allez comprendre pourquoi. Le sujet, c'est donc les langues en danger. Les langues en danger, la définition, c'est quand les enfants ne la parlent plus, donc on parle de population, où la première génération ne parle plus la langue locale, la langue de la communauté. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a à peu près 7000 langues dans le monde aujourd'hui, et à peu près 3000 qui sont à risque d'extinction avant la fin du siècle. Donc c'est un très très grand nombre de langues qui sont à risque d'extinction, ce qui est un vrai problème. Une langue qui disparaît, ce n'est pas juste une perte pour le patrimoine mondial, ça a des conséquences directes, mesurables, psychosociales, économiques ou environnementales. Surtout des langues aussi riches par exemple que celle de la Polynésie. Alors, cette langue qui n'est plus parlée par la jeune génération doit être apprise, et elle doit être apprise maintenant comme une seconde langue. Donc on va avoir ces jeunes générations qui la parlent moins, qui la parlent plus, et ils doivent l'apprendre plus en grandissant dans un foyer qui parle cette langue, mais en l'apprenant, et pour l'apprendre, il va leur falloir des documents didactiques, dont des grammaires. Donc on arrive à la grammaire. Si vous attaquez le mandarin demain, il va vous falloir un livre en français qui vous raconte comment marche le mandarin. Et ça va vous aider à accélérer votre apprentissage. L'immersion pure serait extrêmement compliquée. Alors comment ça marche aujourd'hui pour faire une grammaire de langue en danger? Eh bien on va avoir un ou plusieurs chercheurs qui s'intéressent à cette langue et au cours du temps ils vont écrire des articles académiques. Ce sont des chercheurs donc ils écrivent des articles pas pour que la langue soit apprise en général mais pour que l'article soit publié et ce n'est pas exactement le même objectif. Ces articles s'empilent et si tout va bien, au bout d'un moment il y en a suffisamment large pour qu'on puisse en tirer une grammaire didactique, une grammaire pour apprendre cette langue. Et ça, c'est un processus assez pénible qui va prendre quelques mois supplémentaires. Aujourd'hui, ce processus-là, traditionnel, va prendre de quelques années à quelques décennies. Mon co-directeur de thèse dit que ce sera à titre posthume, qui fera une grammaire du Moiclap. Et dans la plupart des cas, elle n'existera jamais. Pour réussir à créer des grammaires suffisamment vite pour que les gens les apprennent, pour que les gens apprennent leur langue avant qu'elles disparaissent, eh bien, il a fallu imaginer un autre problème, une autre solution, qui est Ditch4EL, donc le système sur lequel je travaille, où l'objectif est de faire la même chose en quelques semaines, aller d'une langue en danger, potentiellement sans aucun corpus, il n'y a pas d'écrit, jusqu'à une grammaire pour apprendre cette langue, et ça, être capable de le faire en quelques semaines avec le minimum d'efforts possible et le minimum d'input possible à la fois des populations et des linguistes au milieu. Pour faire ça, alors, il y a de l'IA derrière, bien sûr, c'est une IA qui est responsable, qu'on crée nous-mêmes, que je crée moi-même, plus les briques externes qui sont utilisées, qui sont packagées pour rentrer dans les clous des normes européennes, du fair and care, d'un ensemble de réglementations et de recommandations des communautés. Et pour faire ça, eh bien, on va assister à la création de corpus, laisser la machine deviner les règles de grammaire de cette langue, montrer ce qui a été deviné à un locuteur de la langue, en général un enseignant de cette seconde langue, cette langue en danger, et ensuite laisser la machine formater, et elles savent très très bien faire ça. Alors ces différents morceaux, la création de corpus, on utilise ce qu'on appelle des questionnaires conversationnels, c'est des dialogues, et donc on joue le dialogue à la personne, au locuteur de la langue, qui lui comprend quand on parle donc la langue pivot, par exemple le français en Polynésie, et il va nous rejouer ce dialogue dans sa langue. Donc ça fait un système qui est assez vivant, assez engageant, assez sympa. Et dedans, bien sûr, dans ce dialogue, on met plein d'éléments de grammaire dont on a besoin, qu'on veut pouvoir récupérer. Ça, c'est la version canal historique d'un questionnaire conversationnel. Et voici la version moderne, avec l'exemple, dans le dialogue, à un moment donné, il y a un des protagonistes qui dit « I can't find it », je ne peux pas le trouver. Et la personne qui est interrogée parle un quechua, le quechua de Cusco, et va donner la réponse. Et en plus de ça, on récupère un peu plus d'informations. On lui dit, mais alors, là-dedans, dans ces deux mots, Madame Tarinichu, il y a l'idée de trouver, non?
c'est où? Alors il dit, ah ben ça c'est dans le deuxième mot, d'accord. Et il y a l'idée de ne pas trouver, il y a une négation là-dedans, elle est où la négation? Ah ben c'est dans le premier mot. On ne demande pas de découper les mots, ça serait beaucoup trop compliqué, mais au moins de dire, à ton avis, est-ce que ces concepts-là, supposément universels dans cette phrase, se retrouvent quelque part dans ces mots-là? Le système va engranger, stocker ces données, non pas sous la forme de texte linéaire, mais il va ranger ça dans des graphes sémantiques. Et ces graphes sont censés représenter une vision universelle de ce qu'il y a dans cette phrase. L'idée d'être capable, mais en fait négative, donc ne pas être capable de trouver un objet qui est une référence. Et on se dit, quelle que soit la langue, grosso modo, on doit retomber là-dessus. À partir de là, on attaque les inférences. Alors la machine connaît un ensemble de règles du monde à travers deux grandes bases de données, VALS et GramBank. En gros, c'est deux bases de données qui viennent toutes les deux du Max Planck Institute, qui ont mobilisé des centaines de chercheurs, récapitulent un ensemble de règles de grammaire pour environ 4000 langues du monde. À partir de là, on a des connaissances probabilistes. Par exemple, dans les langues du monde, si on regarde l'ordre des mots, il y a 60% des langues qui sont sujet, verbe, objet. Et des connaissances probabilistes secondaires, c'est que si j'observe quelque chose dans la langue, si je dis « Ah, cette langue », si je regarde l'ordre du numéral et du nom, par exemple, dans cette langue, on dit 3 poissons. Si j'observe ça, je dois pouvoir apprendre autre chose. Donc ça, c'est probabilité conditionnelle. Et donc, je vous ai mis un exemple ici, en disant, ben voilà, une langue où on dit 3 poissons, il y a 65% de chances qu'on dise ce poisson. C'est pas mal. Une langue où on dit poisson 3, là c'est bingo, parce que du coup on a 90% de chances pour qu'on dise poisson nage, 85% de chances pour qu'on dise poisson gros, et qu'on dise poisson celui-là à 60%. Donc quand j'observe quelque chose, j'ai des règles de grammaire gratuites qui arrivent, et tout ça va pouvoir se combiner. Le logiciel observe automatiquement, au travers de ces graphes sémantiques et des transcriptions, les éléments de cette langue. Donc il va pouvoir voir si par exemple on dit 3 poissons ou poisson 3, et du coup gratter quelques règles de grammaire en plus. Un exemple ici en RAPA où le logiciel observe dans une phrase, il dit « Ah ben dans cette phrase, c'est verbe, sujet, objet », un exemple d'ordre de mots. Et grâce à ça, le système met à jour ses croyances. Par exemple, si on prend ce verbe sujet objet, qu'on retrouve dans les langues polynésiennes, au début, le système pense que c'est vrai, c'est sûr à 7%. Parce qu'en moyenne, dans les langues du monde, il n'y a que 7% des langues qui sont verbe sujet objet. Mais ensuite, il observe 5 fois dans le corpus un verbe sujet objet qui a été transcrit, et il dit « Ok, je révise ma croyance, en fait c'est 96%. Maintenant, je suis quasiment sûr que c'est verbe sujet objet, et comme ça permet de faire des références sur d'autres règles de grammaire, eh ben on se retrouve avec plein de règles de grammaire qui pensent des trucs sur elles-mêmes et qui pensent des trucs sur les autres. Donc maintenant, on les laisse discuter. C'est là qu'il y a la petite partie spécifique IA là-dedans que j'ai créée. On fait une propagation de croyances, ça s'appelle. On laisse les croyances se propager au travers du réseau et on règle ça un petit peu. La méthode s'appelle Loopy Belief Propagation et elle est adaptée. Et donc on laisse tous ces paramètres, là, donc j'ai pris l'exemple de l'ordre des mots, on les laisse discuter entre eux et arriver à un consensus. Et quand ils arrivent à un consensus, eh bien ça donne quelque chose comme ça. Il dit, ben voilà, dans cette langue, c'est toujours le RAPA, dans cette langue, ben, je pense que par exemple, sujet, objet, verbe, c'est VSO et c'est 100% sûr. D'autres vont être un peu moins. Donc on a un ensemble d'éléments comme ça qui émergent. Est-ce que cette technique marche bien, technique inférentielle? Eh bien, pas si mal. On a fait un test sur l'ordre des mots, donc avec 15 paramètres, 15 règles de grammaire qui gèrent l'ordre des mots dans les langues. En regardant dans les 116 langues suffisamment documentées pour voir si ça marchait, le résultat, c'est que, eh bien, pour la moitié de ces langues, le système devine correctement 9 règles sur 10. Et en moyenne, 75%, mais moyenne fait moyennement sens parce qu'on a un système qui n'est pas normal, qui est bimodal. Ce résultat, bien sûr, il n'est pas directement rangé dans une grammaire. Il doit te rester une minute à peu près. Ça marche. Il va être corrigé par des humains. Et donc, ce qui sort de là est mis sous les yeux d'un locuteur de la langue ou plus souvent d'un enseignant de la langue qui va pouvoir vérifier et changer, réguler les erreurs. Une fois que c'est fait, eh bien, il y a deux manières de communiquer ces résultats. On laisse la machine formater, soit il peut avoir un format un peu brut. Donc ça, c'est ce qui sort du système. Un format un peu brut qui dit, ben voilà, voilà les règles, j'ai rangé les exemples
par occurrence de règles, et comme ça tu peux directement faire des copier-coller dans tes cours ou dans tes articles scientifiques. Ou alors on peut demander à un LLM, donc type ChatGPT, très 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 encadré, on l'empêche d'halluciner complètement, de formater toutes ces règles sous la forme d'un chapitre de grammaire qui devient plain language, donc très lisible, qui peut être en français, attention, hein, tout est en anglais ici, qui peut devenir très très lisible et utilisable directement, encore une fois, copier-coller dans la leçon du jour d'un enseignant qui ensuite va mettre ça à sa sauce. D'accord ? On n'est pas sur un produit fini, on est là pour accélérer, assister l'enseignement des langues en danger. Et voilà, merci à tous. Bonjour, je suis Anita, je suis enseignante et directrice adjointe de l'INSPE, qui est l'Institut de formation des enseignants et professionnels de l'éducation en Polynésie. Je vous présente aujourd'hui les travaux que je mène dans le cadre de mes recherches en doctorat et également dans le cadre de Phileact, qui est un projet de l'UNESCO dans lequel la Polynésie est engagée auprès de nombreux partenaires mondiaux. Mon sujet concerne les pratiques philosophiques pour enfants et leur lien possible avec le développement d'une éthique professionnelle en construction et en formation initiale. Voilà. Donc je suis dirigée par Rodika Ailinkai pour l'Université de la Polynésie et également par Edwige Chirouter qui est professeur des universités à Nantes. Je préciserai tout d'abord les enjeux de mon sujet. Par la suite, j'aborderai ma question de recherche et le protocole. Et enfin, je vous parlerai des premiers résultats. Je commencerai par un paradoxe, qui est le paradoxe de cette rencontre improbable entre le monde de l'enfance et la philosophie. En tant que discipline scolaire, eh bien, la philosophie n'est enseignée en France qu'en lycée, mais pas dans les lycées professionnels qui n'y ont toujours pas droit. Donc notre système éducatif nourrit une représentation qui est à la fois élitiste et tardive de cet enseignement. Pourtant, les très jeunes enfants sont dans une expérience philosophique qui est à la fois fondamentale et originelle. C'est celle d'un étonnement devant le monde, d'une curiosité innée. L'âge des pourquoi comment. Pourquoi on vit ? Pourquoi on existe? Qu'est-ce que grandir? Après la mort, on va où? Voilà. Donc, la philosophie pour enfants naît dans les années 1970 avec le philosophe américain Matthew Lipman. Et aujourd'hui, elle prend différentes formes. Elle est préconisée dans certains programmes d'enseignement et à l'horizon 2030 par l'ONU. Alors, à partir d'une question que l'on va poser aux enfants, en voici d'autres. Doit-on toujours dire la vérité? Peut-on être méchant et heureux? Une question qui nous a été proposée par des enfants en atelier à Rurutu. Pourquoi tout le monde n'est pas riche? Voilà, donc à partir de ces questions, eh bien, on va demander aux élèves de proposer des idées, de formuler des hypothèses, d'évaluer également la validité rationnelle et éthique des propositions. Une autre question qui a été traitée à Mataya par des élèves de CE1. Qu'est-ce qu'un héros? Évidemment, les premières réponses ont permis de lister tous les super-héros possibles et imaginables. Mais au fil des DVP, des discussions à visée philosophique, eh bien, les enfants ont pu étoffer, enrichir le concept de héros. Donc, au lieu de n'avoir que des personnes qui ont des capes, des costumes et des super pouvoirs, eh bien, comme le démontrent ces productions en fin de séquence, eh bien, le héros, c'est aussi Maui, qui tue l'anguille dans La légende du cocotier. Maui qui est un héros polynésien. C'est également les policiers ou bien les pompiers qui réalisent des actions, des actes héroïques. C'est aussi pour cet élève, eh bien, mes héros, ce sont mes parents, parce qu'ils s'occupent de moi et ma sœur. Ils adoptent des chats abandonnés. Mon père dit ce qui est mal ou pas, et ma mère nourrit toute la famille.
Onotea, je ne sais plus si c'est un garçon ou une fille, dit « Eh bien, mon héroïne, c'est Cheryl. » Cheryl, en fait, c'est sa camarade de classe. « Mon héroïne, c'est Cheryl parce qu'elle m'aide au travail. Elle m'aide dans mon travail scolaire. » Voilà. Bien, donc, le paradigme, c'est-à-dire le modèle des pratiques philosophiques, permet à l'enseignant de mettre en œuvre au quotidien plusieurs types de pédagogie que l'on peut identifier, notamment une pédagogie de l'enquête et non pas une transmission qui est froide et passive des connaissances, une pédagogie du sens qui dévoile aux enfants, aux élèves, comment les savoirs peuvent faire écho à leurs préoccupations, une pédagogie de l'intelligence collective, une pédagogie critique des valeurs qui instaure un rapport réflexif au-delà d'une obéissance aveugle. Une pédagogie de la lenteur qui prenne le temps, loin de cette exigence à l'urgence permanente, d'apprendre patiemment à grandir et à penser. Alors, il semble que les pratiques philosophiques pour enfants puissent faire écho aux exigences éthiques du métier d'enseignant. Alors, l'éthique, ce n'est pas un concept qui est facile à définir. Après avoir passé en revue les contours de la nébuleuse éthique, eh bien, nous retiendrons l'idée que l'éthique trouve sa place dès lors que l'homme est confronté à des situations nouvelles dans une société qui change. Alors, dans un entretien, François Mattei, qui était ancien ministre de la Santé, répond à la question « Qu'est-ce que l'éthique ?» dans une interview. Et pour lui, il insiste sur le fait que c'est le lieu du doute et du questionnement. L'éthique est un questionnement, avant d'être une liste de règles extérieures. L'homme s'est toujours interrogé, et y compris au moment de la découverte du feu, sur l'utilisation qu'il allait faire du feu. Cuire ses aliments, c'est bien, mais si c'est pour incendier et brûler son voisin, ça ne l'est pas. On voit bien qu'on est déjà au cœur d'interrogation, et je pense que l'interrogation éthique n'a jamais quitté l'homme, car questionner, c'est chercher à trouver le bon chemin. Et donc l'éthique est un questionnement, c'est une capacité réflexive et dialogique. Ainsi, nous étudions de quelle manière dans quelle mesure le modèle de la philosophie avec les enfants peut constituer un levier pertinent pour la construction d'une éthique enseignante en formation initiale et également à quelles conditions. L'expérimentation qui a été pensée de sorte que les professeurs des écoles stagiaires de l'INSPE ainsi que leurs élèves puissent s'engager à titre d'acteurs tout au long du processus de recherche. Donc, le protocole alterne des entretiens qui sont collectifs, individuels et collectifs, mais également des DVPE, c'est-à-dire des discussions à visée philosophique et éthique, que les stagiaires de l'INSPE pourront vivre également en tant qu'acteurs en cours. Ils pourront concevoir des séances et puis par la suite mettre en œuvre, animer des ateliers philosophiques avec leurs élèves. J'ai pu m'entretenir avec, alors là il s'agissait de ma recherche exploratoire, donc j'ai pu m'entretenir avec l'enseignante qui avait mené la séance sur les héros. Et après avoir expérimenté elle-même ces ateliers avec les enfants, elle s'exprime en ces termes. C'est vraiment intéressant de pouvoir leur permettre de s'exprimer sur des choses qu'ils vivent, sur des choses qu'ils savent, et de les entraîner à discuter et à argumenter. Parce qu'au final, ils sont jeunes, mais ils arrivent à faire et au final, on forme les citoyens de demain, quoi. Donc ça commence même dès la maternelle. Bien. Donc cette recherche se propose de clarifier
Cette recherche se propose de clarifier les marqueurs d'une éthique enseignante et on voit chez cette enseignante stagiaire, comment évoluent ces représentations sur l'enfant et notamment qu'elle considère ou qu'elle entrevoit comme un sujet qui est digne d'écoute, de pensée et de parole. Cette année, j'ai pu mener une quinzaine d'entretiens avec des étudiants en Master 1 professorat des écoles. Et l'analyse phénoménologique des entretiens, des verbatim, m'a un peu surprise à certains moments, mais en tout cas permet de mettre en évidence certains profils d'étudiants, et notamment par rapport à leur conception de l'éthique enseignante et les définitions qu'ils en donnent, par rapport en lien avec le rapport à la philosophie qu'ils ont, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas la philosophie, leurs expériences, l'utilité qu'ils envisagent par rapport à cette discipline dont ils en bénéficient en terminale pour la plupart, et l'articulation qu'ils perçoivent entre philosophie et éthique. Donc à partir de ces profils d'étudiants, puisque je vais suivre cette cohorte l'année prochaine, eh bien, ces profils seront observés en lien avec la capacité de ces étudiants à mener des ateliers philosophiques et puis l'évolution de leurs compétences éthiques. Donc, je vous remercie de votre attention. Ayorana, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Théo Timper et je suis en deuxième année de thèse ici au sein du CIRAP à l'UPF sous la direction du professeur Éric Comte. Et je vais vous parler aujourd'hui des marais des îles sous le vent. Donc revenir sur l'étude des marais, ça peut sembler curieux au vu des nombreuses études qui leur ont été consacrées depuis les travaux pionniers de Kenneth Emory dans les années 1920. Et l'approche que je propose consiste à appréhender ces structures au niveau du bâti, des concepts qui y sont liés et des chaînes opératoires qui sont à l'œuvre dans leur édification. Par concept, j'entends toutes les idées relatives au processus de l'acte de construire. Construire un édifice, surtout quand ce dernier revêt une importance majeure dans la cohésion sociale d'une population, n'est pas un acte anodin. Cela reflète de modes de pensée, de façons de procéder, donc de chaînes opératoires spécifiques. L'objet marae est connu en ce qui concerne sa fonction, en ce qu'il représente comme marqueur de géographie, de propriété, de généalogie, donc de filiation, d'affiliation, de religion, et en tant que aussi corps de métier particulier. Les vestiges de ces structures, bien que souvent restaurés, sont les éléments marquants les plus identifiables de l'occupation ancienne et sont pour la plupart d'une forme relativement simple, c'est-à-dire matérialisés par des alignements de pierres dressés ou simplement justement alignés. Cependant, certains revêtent néanmoins de dispositions proprement monumentales avec des agencements de maçonnerie plus élaborés ou la mise en œuvre de blocs beaucoup plus imposants. Les changements dans les modes de construction, qu'ils soient anciens ou plus récents, sont identifiables et significatifs. L'archéologie, jusqu'à présent, s'est surtout intéressée à l'étude typologique de l'objet marae, c'est-à-dire à le classer par type, style ou similitude d'aspect, et peu d'études se sont réellement consacrées au bâti et à la construction de manière factuelle. C'est surtout là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui. Les principales questions que je me pose sont donc celles qui consistent à appréhender les différentes chaînes opératoires liées à l'extraction, au transport, à la mise en œuvre des blocs, et également comment peut-on appréhender, en quoi les traitements, qu'ils soient récents ou non, c'est-à-dire les aménagements, les restaurations, l'entretien ou les destructions éventuelles, traduisent-ils l'importance de ce bâti et que disent-ils de la perception de ces édifices jusqu'à aujourd'hui? Je résume ces deux questions de la manière suivante. Comment pourrait-on retracer et documenter la vie matérielle de ces monuments emblématiques? Donc pour apporter des réponses à ces questions, l'utilisation de la méthodologie de l'archéologie du bâti mégalithique associée aux techniques numériques semble tout indiquer, notamment pour les structures les plus imposantes. Une observation et une analyse fine des structures in situ, de ces différents éléments qui les constituent et de la manière dont ces derniers forment des unités construites sur le modèle des unités stratigraphiques propres à une foule classique, permettent d'identifier des séquences de construction
et d'interpréter des notions importantes. Ces UC permettent notamment de différencier une construction initiale ou des restaurations, qui seraient de fait plus récentes. Ces aménagements particuliers, ça a une signification bien précise qui permettent de déterminer des changements dans la manière d'assurer la pérennité d'un édifice, puisque les détenteurs du savoir ancien propre à cette édification ont disparu depuis très longtemps, dès le début du XIXe siècle. Et de plus, les pratiques de construction et de restauration par la suite ont fortement évolué avec l'arrivée de matériaux et de techniques dits modernes, voire occidentalisées. Donc cette méthodologie en question, qui reprend celle de l'archéologie du bâti historique ou classique, qui a été développée en Europe dans les années 1980, mais qui a fait ses preuves aussi ailleurs dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie ou encore en Amérique du Sud, s'associe donc aux techniques de modélisation numérique par photogrammétrie. À partir du modèle 3D produit grâce aux données de terrain, il devient plus simple de travailler sur les volumes, les paramètres métriques au laboratoire en minimisant le temps passé sur le site. Alors bien entendu, ça ne remplace en aucun cas la confrontation directe, dont on a besoin justement pour observer en parallèle les détails, les absences, les présences d'informations utiles, comme une dalle en beach rock, une dalle en corail, en basalte, une dalle qui est fragmentée ou manquante, si les dalles sont jointives en façade ou s'il y a la présence d'un joint qui est plein ou béant. Ce n'est pas exactement la même chose. Et tout ça en ayant, grâce au modèle photogrammétrique, un modèle fiable qu'on peut travailler, qu'on peut décomposer avec des logiciels informatiques, donc au laboratoire. Cette méthodologie nécessite également une approche transdisciplinaire rigoureuse, avec la géologie et la géomorphologie notamment, pour tout ce qui est formation des roches et leur emploi, où on les trouve, etc., la gitologie. L'ethnographie et l'ethnologie également, pour les différentes pratiques enregistrées, que ce soit sur le transport des grandes pirogues, le transport des blocs, ou encore la fabrication des cordages et des liens utilisés sur un chantier. Et enfin, de l'architecture et de l'archéologie, pour identifier les traces dont nous disposons et celles qui sont absentes. L'ensemble de ces approches permet de proposer des hypothèses étayées, à même d'entrevoir la façon de bâtir aux temps anciens aux îles sous le vent. Et ces chaînes opératoires, donc, ça va de l'extraction au choix des matériaux, au transport de ces blocs, à la mise en œuvre, à l'usage du site une fois qu'il est construit, à un abandon éventuel ou à des interventions récentes, type restauration ou autre, qui mènent à l'état actuel de l'édifice, donc ce qu'on a aujourd'hui. Parce que les modèles 3D que je produis sont l'état tel que saisi, donc tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est dans ce sens que l'établissement d'un corpus est nécessaire, et j'ai choisi de me concentrer donc sur les structures les plus imposantes, les marae mégalithiques aux îles sous le vent. Donc l'objectif, c'est d'avoir un aperçu sur chaque île qui permettrait de comprendre si les concepts architecturaux, façon de penser et de construire sont communs dans cet ensemble culturel cohérent, et de comprendre également le développement de ces structures dans le temps et architecturalement parlant. Donc j'ai choisi 2 marae par île sous le vent, à Wainé, à Raiatea, à Bora Bora et à Maupiti. Concernant l'île de Taha, j'ai eu beau rechercher dans mes recherches bibliographiques, je n'ai pas réussi à identifier de marae mégalithiques toujours debout sur cette île en particulier. Donc, concernant l'île de Wainé, j'ai sélectionné les marae bien connus de Manunu et de Anini. Donc, le marae Manunu, c'est quand même très intéressant, puisqu'il a été fortement restauré au XXe siècle, mais il montre l'emploi fréquent d'assises en moellon, qui est un élément qu'on ne retrouve pas sur les autres monuments, excepté sur la partie nord de la houe de Tapu Tapu Atea, mais j'y reviendrai. Donc ces 2 structures, en plus, elles présentent un aspect particulier, puisqu'on voit qu'il y a une élévation à 2 niveaux superposés bien définis, alors que l'ensemble des autres marae des îles sous le vent pour les mégalithiques ne présentent qu'une élévation à simple niveau. À Raiatea, les marae Tainuu et Tapu Tapu Atea, donc ces 2 structures, l'une à l'ouest et l'autre à l'est de l'île, sont également parmi les plus monumentales, voire les plus monumentales, notamment en termes de taille et de blocs employés. Il n'y a pas d'échelle sur la photo, mais ça peut monter à 4 mètres quand même. Et bien que vraisemblablement plus récents dans leur forme actuelle, donc l'aménagement terminal, si on peut dire, et ayant connu quelques restaurations, ce sont les plus représentatifs du mégalithisme polynésien aux îles sous le vent. Ensuite, à Bora Bora, j'ai sélectionné Marae Marotetini et Marae Tayanapa, tous les 2 situés au nord-ouest.
Donc le premier est partiellement ruiné, bien qu'il ait connu des restaurations dans les années 1960 et les années 1990. Et le second, situé beaucoup plus à l'intérieur des terres, a été le premier marae des îles Soulevent à être remonté entièrement en 1963. Et il est très intéressant puisque, excepté une dalle en basalte, l'ensemble des dalles qui constituent la houe est en beach rock. Donc une roche qui se trouve plutôt sur le littoral. Enfin, à Maupiti, les marae Taifari'i et Oataiterai, situés côte à côte, et qui montrent l'emploi de grandes dalles dans la conception de leur aou, et qui en plus présentent un taoua, alors certes bien dégradé, mais qui se soit maintenu depuis la construction initiale, puisque aucune intervention n'a été documentée sur ces deux sites. Donc je reviens il y a un mois de ma mission de terrain donc sur Huayné, Bora Bora et Maupiti, où j'ai pu mener mes observations et effectuer les enregistrements photographiques nécessaires au modèle numérique. Et donc les résultats dans ce tableau, c'est un premier bilan des photos nécessaires selon chaque site sur chaque île. Il te reste 1 minute. Et donc le modèle que vous voyez là, c'est le modèle de la houe de Oataiterai, et c'est justement le temps qui me reste. Là. Je voulais vous présenter quelques résultats préliminaires très rapides. Donc premièrement, la configuration de la plateforme est particulière. La houe est concentrée dans la partie sud-ouest du Peipei. Mais c'est surtout sur un point important, c'est la disposition des dalles sur le haou directement. Que ce soit sur la façade est ou ouest, la partie sud de cet haou est uniquement constituée de dalles de beach rock, alors que la partie nord est constituée de dalles de micro-atoll, donc en corail. Et ça m'interroge, notamment si on reprend tout ensemble mes chaînes opératoires. Est-ce que le haou a été conçu de cette manière directement avec un choix spécifique pour un usage précis? Est-ce qu'il a été placé sur cette plateforme de cette manière-là directement, ou alors est-ce que ce sont des agrandissements postérieurs et donc pour des différences d'usage éventuelles? Donc l'approche que je développe dans mes recherches, que je voudrais rapidement présenter ici, me permettra de répondre grâce à l'établissement de ces chaînes opératoires aux questionnements techniques et factuels que je me pose sur l'origine et la vie matérielle de ces quelques marae. Et ceci afin d'apporter ma pierre à l'édifice que constitue la production de connaissances sur ces édifices emblématiques. Et donc, très rapidement, s'il me reste 30 secondes, je tenais à remercier la DCP et le ministère de la Culture pour leur soutien, ainsi que l'ensemble des communautés sur les îles et les associations culturelles qui m'ont beaucoup aidé quand même. Et également, dans un plus côté laboratoire, messieurs Salva, Montaglioni et Fournier pour le rapport en géologie et géomorphologie avec lesquels nous collaborons au sein du CIRA. Merci pour votre attention. Toujours remercier les sponsors. Bonjour à tous. Donc, je suis Elsa Birkel-Lespé, doctorante en 2e année en sciences de l'éducation, ici, sous la direction de Rodika Aline-Cailly et de Antoine Delcroix, au sein du laboratoire ITSCO. Et cette thèse est financée par contrat doctoral ici même. Je vais vous présenter ma thèse qui s'intitule « Manipulation d'artefacts à usage didactique pour l'apprentissage des mathématiques au cycle 4 ». Ma présentation sera découpée en 10 parties. Je vais vous raconter en fait la chronologie de ma recherche qui a débuté il y a maintenant 2 ans. Point de départ, le contexte et les objectifs de la thèse. Des enquêtes sur le niveau scolaire révèlent un bas niveau en mathématiques en France, et de plus en plus bas en plus, notamment au niveau collège, et particulièrement en Polynésie française où l'on dénombre 58% des élèves qui ont un bas niveau. Voilà, ça c'est une étude qui date de l'an dernier. Des études ont cherché à comprendre, alors de manière plus générale sur la France, pourquoi il y avait une baisse, un bas niveau au collège. Et en fait, on observe, donc milieu du collège, une sorte de rupture avec les apprentissages mathématiques pour certains élèves et comme une perte de sens. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'enseignement des mathématiques ne serait pas trop abstrait? Certains ont essayé des méthodes d'enseignement plus concrètes, mais au niveau primaire, par exemple en faisant manipuler du matériel pédagogique pour enseigner les mathématiques. Mais qu'en est-il réellement de cette méthode au niveau collège? C'est le sujet de ma thèse, et donc voici comment j'ai démarré. Donc là, c'est pour pouvoir répondre à cette question, j'ai donc commencé par une synthèse des connaissances pour faire un petit peu l'état des lieux de la recherche sur cette question.
Il en existe plusieurs, des synthèses de connaissances. Pour ma part, j'ai opté pour l'étude de la portée, qui est utilisée en général lorsque la question de départ est vaste et qu'il y a besoin d'un petit peu d'explorer. Elle a deux objectifs principaux. Cette synthèse de connaissances, dans un premier temps, elle sert à recueillir en fait tous les concepts théoriques qui sont rattachés autour de la question, donc de manière très large. Et elle a aussi pour deuxième objectif d'aller faire le point sur les lacunes des connaissances, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'a pas encore été exploré par la recherche. Bilan de cette étude de la portée pour ma question de recherche, je redis, c'est-à-dire est-ce qu'au niveau collège, il y a cette méthode d'enseignement concrète qui est employée? Et bilan, il y a très peu d'études sur cette question-là. Alors, petite parenthèse méthodologique, lorsque j'ai fait mon étude de la portée, donc on utilise entre autres des moteurs de recherche d'articles scientifiques, comme par exemple Google Scholar, mais il y a aussi plein d'autres méthodes, et on y insère des mots-clés, des synonymes, des petits bouts de phrases. Donc là, j'en donne quelques exemples. Et en fait, je voulais attirer votre attention sur ce terme-là, artefact, qui a un sens particulier ici. Donc un artefact, c'est, bon, il a plein de définitions, mais ici, c'est un objet qui a subi une transformation par l'homme dans un but, par exemple, d'être utilisé. En l'occurrence, ici, les artefacts dont je parle, on en parle souvent en pédagogie des artefacts, mais ce dont je parle, c'est vraiment le matériel pédagogique manipulable. Par exemple, comme on peut voir ici, et j'en ai plein dans mon sac, un boulier. Donc ça, c'est pour utiliser donc, justement en primaire pour l'apprentissage des opérations. Donc on manipule effectivement pour ensuite pouvoir abstraire ce que c'est qu'une opération. Donc, à l'issue de cette étude de la portée, j'ai pu affiner ma problématique de recherche, qui était un petit peu trop vague au début. Et la question, c'est quel est l'impact de l'utilisation de matériel pédagogique en classe de mathématiques, spécifiquement au cycle 4. Cycle 4, c'est 5e, 4e, 3e au collège. Et quel est l'impact sur les apprentissages des élèves dans un but de, justement, pouvoir abstraire. Et quand on a une problématique de recherche, eh bien, on émet une hypothèse ou des hypothèses. Et donc l'hypothèse que je fais, c'est que le passage du concret à l'abstrait facilite la compréhension et l'acquisition des notions mathématiques. Et en plus, aide à la résolution de problèmes. Avec cette hypothèse, eh bien, il va falloir que je l'évalue. Et pour ça, j'ai besoin d'un cadre conceptuel. Donc ce cadre conceptuel a été donc élaboré au moment de l'étude de la portée. Donc comme je vous disais tout à l'heure, comme il y a peu d'études sur l'utilisation d'artefacts au collège en mathématiques, eh bien il a fallu que j'en conçoive un. Et pour cela nécessite une véritable ingénierie didactique. Donc pour cela, je m'appuie sur un premier cadre qui s'appelle la théorie des situations didactiques de Brousseau, qui a un fondement dans la didactique des mathématiques. En gros, la théorie des situations didactiques, c'est une sorte de guide pour fabriquer des activités pour les élèves où ils sont placés en position de petits chercheurs mathématiques. Ils ont une question, un problème à résoudre. Et ce qu'ils découvrent, en fait, c'est la leçon qui vient après. Donc c'est eux qui découvrent la leçon. Donc je me suis appuyée sur ça pour fabriquer l'artefact et bien sûr sur les programmes scolaires. Lors de l'étude de la portée, pour constituer mon cadre conceptuel, j'ai aussi puisé des concepts théoriques en vue d'une analyse de cet impact sur les apprentissages. J'ai choisi, parmi tout ce que j'ai pu trouver, l'approche instrumentale de Rabardel. Alors l'approche instrumentale, ça permet d'étudier la prise en main d'un outil qu'on met entre les mains de quelqu'un de manière générale et comment il se l'approprie. J'ai choisi la théorie de la cognition incarnée, qui est un paradigme en fait, et qui soutient qu'en fait toute cognition, c'est-à-dire toute fabrication de connaissances dans le cerveau, passe nécessairement par le corps. En l'occurrence ici, si on y va avec les mains, le corps est en action. Troisième cadre théorique, la didactique contextualisée, c'est-à-dire qui tient compte du contexte de l'élève dans sa situation d'apprentissage. Et vient maintenant le temps de l'action, c'est-à-dire que l'artefact que j'ai conçu, eh bien, il a fallu que je le teste en classe. Et donc c'est une recherche action. Et l'artefact que j'ai conçu est en fait un duo d'artefacts. C'est-à-dire qu'il y a une version tangible qu'on peut donc manipuler avec les mains. On voit une petite photo là.
Et il a une version numérique, c'est-à-dire une réplique de la version tangible, quasiment similaire, mais programmée à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Polypad Amplify. L'idée, pour pouvoir mesurer cet impact, c'est donc d'aller dans plusieurs collèges, de faire une étude comparative. Je suis allée dans 2 collèges, enfin même un 3e pour tester au départ. Donc je suis allée au collège de Tubuai, donc dans une île bien isolée dans les Australes, et ici à Tahiti, à Papeete. Donc dans 2 classes de 4e, alors à chaque fois, pour toutes ces classes-là, j'ai proposé les mêmes activités, les mêmes questions, mais les modalités de support changeaient. Donc ici à Tubuai, il y a une classe qui a fait les activités sans artefact. On pourrait penser qu'une fiche pour une photocopie, c'est un artefact en fait, mais moi dans mon cadre, c'est vraiment ce qu'on manipule. Une classe de 4e, toujours à Tubuai, avec l'artefact tangible. À Tahiti, une classe qui utilisait l'artefact numérique seul, c'est-à-dire sur tablette tactile. Et une classe qui utilisait le duo d'artefacts de manière conjointe. Durant toute l'expérimentation, j'ai récolté mes données de la façon suivante. 65 heures de captation vidéo, donc des élèves en pleine action. Des questionnaires distribués aux élèves en fin d'expérimentation pour recueillir leur avis avec des questions assez précises. Des entretiens avec les élèves avec des questions plutôt ouvertes. Et des entretiens avec les enseignants de mathématiques présents sur le collège. Et ces données, eh bien, il faut maintenant les analyser. Donc on va dire, j'en suis là en ce moment-là sur l'analyse. Et donc il s'agit d'une analyse de nature qualitative, donc il y a des façons de faire. J'en ai choisi 2. La première, c'est la méthode d'analyse hypothético-déductive. Et la deuxième, c'est analyse empirico-inductive. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, je n'ai pas regardé. 1 minute. Donc en fait, ce sont 2 méthodes qui sont, on va dire, qui fonctionnent pas de la même façon. Grosso modo, ici, on part du cadre théorique et des hypothèses de recherche que je vous ai présenté tout à l'heure. On fabrique un cadre conceptuel, un espèce d'arbre de codage qui vient analyser le corpus des vidéos pour celle-ci. Vidéo, j'ai transcrit tout ce qu'ont dit les élèves et tout ce qu'ils ont fait, puisque les gestes sont très importants. Et ici, c'est pour analyser, on fait le sens inverse, c'était pour analyser les entretiens que j'ai pu avoir. Donc là, on fait le contraire, on part de ce qui est dit, on cherche à rassembler les idées pour expliquer un phénomène. Alors là, j'ai quelques premiers résultats, j'ai pas le temps de vous les montrer, mais j'en suis vraiment qu'au début, mais voilà, j'ai quand même quelques petites phrases, je vous montrerai si vous avez des questions. Pour conclure, même si l'analyse du corpus n'est encore qu'à son début, les résultats semblent plutôt prometteurs. Et les retombées scientifiques envisagées sont donc une amélioration de l'enseignement des mathématiques pour le niveau collège par cette méthode d'enseignement. C'est-à-dire une méthode plus concrète et qui met le corps en action et moins essentiellement abstraite où parfois les élèves décrochent. Et pour finir, ce projet de thèse, enfin ma thèse est soutenue par NAITI, qui est présent sur l'université et qui accompagne les partenariats entre la recherche publique et les entreprises privées. Donc mon projet, en fait, c'est de pouvoir éditer et commercialiser les artefacts que je conçois afin de permettre aux enseignants de mathématiques de pouvoir les utiliser en classe s'ils le souhaitent. Merci pour votre écoute. Yaorana te mau orometua haapi, yaorana te mau matahi upoa, yaorana ta umetua tane, ta umauhoa, yaorana itene farerera. Bonjour à tous, je suis Sophie Grand, en 2e année de thèse en sciences de l'éducation. Mon sujet de thèse est les difficultés de compréhension écrite des enfants en contexte d'éducation prioritaire polynésien. Cette recherche vise à identifier les facteurs linguistiques, culturels et géographiques expliquant les difficultés de compréhension écrite des élèves du réseau d'éducation prioritaire, REP, en Polynésie française, où les élèves sont dans un contexte plurilingue. Ils utilisent au quotidien une langue locale, une langue au code mixte appelée le français local. Selon Maryse Bianco, la maîtrise des langues et le rôle des connaissances générales sont des facteurs prédicteurs de la compréhension en lecture.
Le contexte social et culturel de la Polynésie française est très différent de celui de la France. La majorité des textes présentés aux élèves sont pourtant des textes rédigés en France pour des élèves de France. De plus, l'éloignement géographique renforce les écarts. En effet, un enfant des Tuamotu n'a pas le même vécu qu'un enfant de Tahiti et encore moins qu'un enfant vivant en milieu franco-européen. Le dispositif REP comprend 3 bassins en Polynésie française, Faa'a, Papara pour l'île de Tahiti et la majorité des îles des Tuamotu. Notre recherche couvre ces 3 bassins. L'objectif de notre étude est d'identifier les stratégies et processus mobilisés par les élèves en situation de lecture. Pour comprendre ces stratégies et processus utilisés par les élèves, nous avons choisi d'utiliser la méthode du protocole verbal, qui est la plus fréquemment utilisée pour ce type de recherche qualitative, notamment recommandée par Presley et Affelbach. Cette méthode permet de faire émerger des connaissances métacognitives des participants. Ces protocoles verbaux permettent d'obtenir des éléments clés des processus et stratégies utilisés par les élèves, notamment grâce à un questionnement favorisant l'expression à haute voix de ce qui se passe dans leur tête lorsqu'ils lisent. Jusqu'à présent, notre échantillon comprend 17 élèves répartis entre les classes de CM1, CM2 et 6e qui constituent le cycle 3. Cette étude repose sur le volontariat. Tout d'abord, celui des élèves et des parents. Le volontariat aussi des enseignants et leur consentement, dans la mesure où les entretiens ont été menés sur leur temps d'enseignement. Également, le consentement de l'institution pour obtenir une circulaire et accompagner l'ouverture de la thèse jusque dans les classes. Les entretiens se sont déroulés principalement en octobre et novembre 2024. Les textes pour les lectures ont été choisis en collaboration avec les enseignants concernés, selon des critères très précis tels que le niveau de classe ou les programmes ajustés à la Polynésie française. Chaque enfant a ainsi été confronté à 2 types de textes, un texte de culture européenne et un texte de culture locale, majoritairement écrit en français avec des mots et expressions polynésiennes. Ce choix permet de comparer la compréhension selon que le contenu soit proche ou éloigné du vécu de l'élève. L'objectif est d'interroger à la fois la compréhension générale, le rôle du capital culturel et aussi les stratégies de lecture mobilisées durant la lecture. Ces textes resteront identiques jusqu'à la fin de l'étude afin d'assurer une base comparative stable. La procédure a été identique pour l'ensemble des entretiens. Tout d'abord, des enregistrements audio ont été faits par l'application Dictaphone. Puis, ils ont été importés dans l'application UpMeet pour assurer une première transcription automatique qui ont ensuite été analysés à travers le logiciel Atlas TI qui permet le codage et les regroupements en catégories émergentes. La majorité des exemples que je vais vous présenter aujourd'hui relèvent de catégories grapho-phonologiques qui entravent l'accès au sens de textes écrits. Prenons d'abord un exemple simple mais révélateur. Le mot « javelot » est bien connu de la part des élèves, notamment parce qu'il est utilisé dans le contexte scolaire en EPS. Il est donc connu sous sa forme orale. Cependant, lorsqu'il est rencontré à l'écrit, les élèves vont le prononcer « javelot » en déformant la forme attendue. Cette erreur ne traduit pas un manque de vocabulaire, mais une difficulté à appliquer correctement les règles de correspondance entre les lettres et les sons. L'élève utilise des règles de lecture qui ne sont pas encore stabilisées, en particulier pour la lettre E, dont la prononciation varie selon sa place dans le mot. Ce premier exemple porte sur un nom concret. Voyons maintenant une règle de conjugaison, ce que ça donne. Prononcer une conjugaison peut être un obstacle à la compréhension. Voici un exemple. Il quitte. Un certain nombre de participants n'a pas reconnu la structure verbale ni le marqueur de conjugaison
qui a été prononcé en. Donc, ils ont lu il quitte, ce qui ne correspond ni à la bonne prononciation, ni à la bonne forme verbale. Cette déformation montre qu'il ne reconnaît ni la structure morphologique du verbe conjugué, ni les indices phonogrammiques qui signalent la terminaison. On observe donc une double difficulté. D'une part, la méconnaissance des conjugaisons, et d'autre part, une incapacité à déchiffrer les sons en position finale, notamment ENT, qui est caractéristique de la marque du pluriel. C'est une perte de sens pour les participants. C'est dans l'exemple qui va suivre que le mélange des systèmes linguistiques se manifeste avec le plus d'impact. Le mot « ahoué » est parfaitement connu à l'oral de la part des élèves. Il exprime une plainte, une émotion forte. Mais comme il est rarement vu à l'écrit, sa lecture se fait par approximation. Lorsqu'un élève tente de le lire, il le prononce « ahou » en mélangeant les systèmes orthographique et phonologique du tahitien et du français. L'encadré qui va suivre permet de comprendre le glissement qui s'est effectué. A est bien prononcé A. Cependant, le eta est un indicateur de la langue tahitienne et la lettre suivante est bel et bien prononcée OU, comme le veut le tahitien. Cependant, la dernière lettre, au lieu d'être prononcée E, comme le veut le tahitien, n'est pas prononcée du tout et reste muet, comme une majorité de mots français se terminant par la lettre E. Le mixage des deux systèmes phonologiques et orthographiques a donc entravé l'accès au sens pour l'élève. Notre dernier exemple relève de connaissances antérieures et culturelles des élèves. Le mot « échasse » est initialement inconnu de la majorité des élèves, mais il a vu son sens progressivement reconstruit grâce au soutien visuel fourni par l'image, qui a permis d'activer des connaissances antérieures, soit majoritairement par un vécu scolaire, à travers les journées de sport traditionnelles, soit par un vécu familial, notamment aux marquises, où ces jeux traditionnels font partie de la vie du village. Cette activité fait partie intégrante de ce que nous appelons les tuaro maohi. Ce phénomène souligne l'importance de la médiation culturelle dans l'accès au sens en lecture, particulièrement dans des contextes plurilingues où les expériences personnelles peuvent grandement faciliter ou freiner la compréhension. 1 minute. Pour conclure, cette présentation s'est concentrée sur nos premiers résultats, encore émergents, mais déjà révélateurs. Ils font apparaître clairement deux dimensions majeures. D'une part, l'importance des facteurs linguistiques, ce que les enfants savent ou ne savent pas dire, lire ou comprendre dans les langues qu'ils côtoient. D'autre part, les facteurs culturels, c'est-à-dire tout ce qui relève des repères, références qui fait sens pour eux dans leur quotidien. Ces éléments dessinent déjà une compréhension plus fine des difficultés d'accès à l'écrit. Nos procédures de collecte et d'analyse de données ne sont pas encore terminées. Dans les étapes à venir, nous souhaitons consolider notre corpus, compléter nos catégories afin d'identifier des éléments qui constituent des obstacles ou ceux qui facilitent la compréhension en lecture. Enfin, nous souhaitons proposer des pistes pédagogiques pour répondre à ces problématiques. Je tiens à remercier ma directrice de thèse pour son accompagnement, mes collègues, l'institution qui m'accompagne, les parents et enfants qui m'ont fait confiance en me confiant leur audio, leur enregistrement, leurs pensées. Tout cela est très précieux pour ma thèse et merci à tous pour votre attention. Je suis prête à vos questions. Bonjour à tous. Bon, il vous a déjà introduit mon thème. Du coup, je commence. Actuellement, dans la plupart des pays, et notamment ici dans le Pacifique, la grande majorité des échanges de marchandises se fait par mer. En effet, 90% du commerce mondial est transporté par voie maritime. Sans les navires et ces types de transport, il serait pratiquement impossible d'acheminer la majorité de ces produits que nous consommons au quotidien. Mais la mer, aussi belle soit-elle,
elle est dangereuse et imprévisible. Elle n'est pas notre environnement naturel et tout transport par mer expose la marchandise à des risques très importants, tels que tempêtes, accidents, pertes, etc. Contrairement au transport terrestre, ici la marchandise est souvent ballottée sur de longues périodes, pendant plusieurs jours au péril de la mer. Dès lors, une question essentielle se pose. Lorsqu'une marchandise subit un dommage, qui doit en supporter les conséquences économiques? Cette question simple en apparence se révèle en réalité complexe sur le plan juridique. Prenons un exemple. Une entreprise française qui achète du café à un fournisseur colombien. Le café est chargé sur le navire et il est abîmé pendant le transport. Qui doit en supporter le coût? Le vendeur, ou bien l'acheteur, ou encore le transporteur maritime. C'est là qu'interviennent trois notions. La propriété, à qui appartient la marchandise, le risque, qui supporte le coût si la marchandise est endommagée, et la responsabilité, qui peut être tenu juridiquement responsable. Le problème, c'est que ces trois notions ne sont pas toujours transférées au même moment. Et cela crée de la confusion, surtout en cas de litige. Tout l'enjeu est donc d'identifier qui est responsable, à quel moment et pour quel type de risque. Tout d'abord, pour mieux comprendre le sujet, qu'est-ce que c'est le transfert de risque? D'une manière générale, le transfert de risque, c'est le moment où les conséquences économiques liées à la perte ou dégradation d'une chose, ici d'une marchandise, passent d'une personne à une autre. Autrement dit, il détermine qui supportera parmi deux personnes ou plus la perte ou la dégradation de cette chose. En droit français, l'article 1196 du Code civil nous donne la règle générale. Le transfert de propriété emporte transfert de risque. Cela veut dire que celui qui est propriétaire de la marchandise au moment du dommage supporte les conséquences. Mais, pendant le transport maritime, qui est propriétaire et à quel moment? En droit maritime, on a vite compris qu'il était fondamental de dissocier le transfert de risque du transfert de propriété pour mieux protéger la marchandise pendant le transport, garantir son paiement et mieux adapter les responsabilités aux réalités de la chaîne logistique. Dans ce contexte, les règles du commerce international tentent de clarifier les choses, notamment en précisant quand et comment le risque est censé être transféré. Mais en réalité, de nombreuses situations concrètes restent floues. Il peut être difficile, par exemple, de savoir si le risque a été transféré juste avant, après ou pendant le chargement du navire. C'est pourquoi le contrat de vente maritime peut fixer lui-même ce moment de transfert. Dans certains cas, le risque passe à l'acheteur au moment où la marchandise est chargée sur le navire. Dans d'autres, le risque ne passe qu'à la livraison au port de destination. Pour cela, les parties s'appuient souvent sur des usages commerciaux comme les incoterms. Ces termes standardisés, créés par la Chambre de commerce internationale, fixent qui paye quoi, qui est responsable à chaque étape et surtout quand le risque est transféré. Voici deux exemples d'incoterms. On a le FOB, c'est quand le vendeur supporte le risque de la marchandise jusqu'au chargement du navire. Et après, on a l'incoterme ex-work, l'acheteur supporte tous les risques dès que la marchandise est mise à disposition dans le locaux du vendeur. Donc, selon l'incoterme choisi, le transfert de risque peut avoir lieu très tôt ou plus tard dans l'opération. Mais attention, les incoterms ne concernent que la relation entre vendeur et acheteur, car ils sont insérés dans le contrat de vente maritime. Ils ne s'occupent pas du transport lui-même, ni du transfert de responsabilité. Une fois la marchandise remise à un tiers, c'est le transfert de responsabilité qui devient central. C'est à ce moment-là que les conventions internationales entrent en jeu. Ces textes ne traitent pas directement le transfert de risque, mais ils ont un impact très important car précisent quand le transporteur peut être tenu
responsable en cas de problème pendant le transport. Sauf que, au cours d'un même voyage maritime, la marchandise passe entre les mains de plusieurs intervenants. En effet, il n'y a pas que le vendeur, acheteur et transporteur. On retrouve aussi des opérateurs qui chargent et déchargent les marchandises, comme les manutentionnaires, ceux qui organisent le transport, comme les transitaires, ceux qui gèrent la logistique, comme les commissionnaires de transport, etc. À chaque étape, une nouvelle opération est réalisée sur la marchandise et donc un nouveau risque peut apparaître. Le problème, c'est que chaque acteur n'est généralement lié que vis-à-vis de son propre co-contractant. Souvent, l'acheteur ne connaît pas le transporteur, donc il doit agir contre le vendeur qui lui-même agira contre le transporteur. Ces systèmes de recours en chaîne compliquent la procédure car si la marchandise est endommagée, il faut remonter toute la chaîne pour déterminer qui était responsable, voir quel contrat est applicable et savoir quelles obligations existaient au moment du dommage. Cette mosaïque de contrats soulève encore un autre problème. Chaque contrat étant indépendant, il peut exister des contradictions entre eux, car chaque relation contractuelle est soumise à un régime juridique différent. Imaginons qu'une marchandise est endommagée pendant le chargement. Le contrat entre le vendeur et l'acheteur utilise l'incoterme FOB, ce qui veut dire que le risque passe à l'acheteur dès que la marchandise est à bord du navire. Donc, en théorie, l'acheteur assume le risque à ce moment-là. Mais de l'autre côté, le transporteur est soumis aux règles de la Visby, selon lesquelles il est responsable dès qu'il prend en charge la marchandise, y compris pendant le chargement. Le résultat, même si l'acheteur supporte théoriquement le risque, le transporteur est tenu juridiquement responsable, car la convention s'applique, même si le contrat prévoit une autre chose. En définitive, le transfert de risque dans le transport maritime de marchandises est un sujet bien plus complexe qu'il n'y paraît. Derrière une question apparemment simple, qui est responsable en cas de dommage, se cache une réalité juridique fragmentée, marquée par la diversité des acteurs, la pluralité des contrats et la superposition des règles commerciales et internationales. Ni le contrat de vente maritime, ni le contrat de transport, ni même les incoterms ou les conventions internationales suffisent à eux seuls à donner une réponse complète. Le risque peut être supporté par le vendeur, l'acheteur, dans certains cas par le transporteur ou les autres opérateurs, mais cela dépend toujours du moment de transfert défini ou non dans le contrat, de l'interprétation des règles applicables et de la coordination entre les différents intervenants. Cette complexité crée une insécurité juridique importante qui peut entraîner des litiges, des retards de paiement ou des pertes économiques considérables. L'enjeu est donc clair. Pour sécuriser les échanges et protéger les parties, il est crucial de renforcer la cohérence contractuelle, clarifier les responsabilités et mieux coordonner les normes nationales, internationales et pratiques commerciales. En comprenant ces mécanismes, les vendeurs, acheteurs, transporteurs et tous les opérateurs de la chaîne logistique pourront mieux gérer les risques, anticiper les conflits et garantir des échanges plus sûrs et plus efficaces. Merci. Alors bonjour à tous, membres du jury et personnes présentes dans la salle. Alors, je me présente, Jean-Marie Ouadraouen, je suis archéologue en Nouvelle-Calédonie. Et depuis 4 années maintenant, je mène un projet de recherche doctorale sur la thématique de l'échange, dans le sujet et les dynamiques de l'échange kanak et ses matérialisations dans l'espace, l'exemple de la presqu'île de Poqueta, Bogota, en Nouvelle-Calédonie. Ce projet de recherche d'ethnoarchéologie est co-dirigé par le professeur Eric Kant de l'UPF et Louis Lagarde de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Avant de présenter le contexte, les méthodes et les résultats obtenus après 4 années de thèse, il était essentiel pour moi de replacer cette étude, en tout cas pour vous, dans son environnement culturel afin de mieux comprendre les dynamiques sociales dans lesquelles s'inscrit ma recherche. Dans les sociétés océaniennes, ici la société kanak, l'échange est un acte de normalisation des relations entre les groupes
et un élément qui fige au fait les contrats sociaux entre les différentes maisons kanak. Très ritualisé, il permet de consolider les liens et de perpétuer la mémoire des relations sociales anciennes qui unissent les maisons d'un pays kanak. La première des cérémonies est celle de l'Igname Nouvelle, car c'est elle qui donne lieu aux grands échanges normalisés, parmi lesquels les plus significatifs sont celles que j'indique sur cette slide, le mariage, qui scelle les alliances entre les groupes, la création ou l'entretien des réseaux d'alliances par le biais d'échanges de biens spécifiques, manquant dans un endroit géographique échangé avec les régions de la Grande Terre dont certains éléments sont disponibles, les roches par exemple. La naissance, dans l'aspect le plus important dans la société kanak, est l'attribution du nom kanak, puisqu'il donne une place à l'individu chez les paternels, qu'il soit métis ou kanak. Au fait, le nom kanak va situer l'individu dans le cadre de cette cérémonie-là, au fait, lui donner une place dans l'organisation sociale. La mort, et en particulier la cérémonie de levée de deuil, car elle permet la pérennisation du lien et ravive les rappels généalogiques et systèmes de parenté au-delà du décès de l'individu. Enfin, certains échanges très ritualisés que j'indique en bout de liste étaient réalisés dans des lieux spécifiques, montagneux ou à paysage latéritique, loin des hameaux, dont l'objectif était d'entretenir un lien entre le monde visible et l'invisible. Lors de ces grands échanges essentiels pour la survie des groupes, des objets de valeur étaient transférés, tels que des monnaies kanak, les jupes-monnaies qui ont disparu aujourd'hui de toutes ces transactions traditionnelles, des colliers, des nattes, cérémonie ritualisée obligatoirement en présence des tubercules sacralisés que sont l'igname et le taro, symbolisant respectivement l'homme et la femme dans la société kanak, mais aussi symbole de l'ancrage des groupes au sein de leur terroir. Géographiquement, ma thèse se déroule en Nouvelle-Calédonie, comme rappelé en introduction, sur la presqu'île de Poqueta, située sur la côte est de la Grande Terre, dans l'aire coutumière Kharachu, commune de Kanala. Ce travail de recherche doctorale s'inscrit dans une problématique qui vise à étudier à travers l'ethnoarchéologie les échanges, les relations, les interactions d'une maison kanak du bord de mer avec les groupes de l'intérieur et plus largement avec les habitants des îles Loyauté. La période chronologique de ma thèse concerne l'ensemble culturel traditionnel kanak qui s'étend de la fin du premier millénaire après Jésus-Christ au début du XXe siècle. Les méthodes mises en œuvre pour l'acquisition des données sont multiples. Elles incluent des études de terrain avec la mise en place de prospections pédestres permettant de caractériser l'anthropisation des baies et l'élaboration d'une cartographie des sites. Plusieurs fouilles sondages ont été réalisées afin de déterminer la profondeur chronologique de l'occupation de ma zone d'étude. En complément, j'ai réalisé plusieurs enquêtes et collectes de traditions orales qui ont joué un rôle essentiel pour comprendre les rituels liés aux échanges effectués sur les sommets de la presqu'île, mais aussi permettant de mieux cerner l'étendue de ces réseaux d'échanges à l'échelle de l'archipel. Comme rappelé, la période chronologique concernée par ma thèse touche le XXe siècle, donc du coup les faits qui vont venir bouleverser au fait la société kanak, ce qui m'a obligé à mener un important travail de consultation des archives historiques, permettant ainsi de mieux appréhender les évolutions de mon terrain de recherche, et notamment les facteurs qui vont conduire à l'interruption des réseaux internes d'échange et à la rupture des réseaux inter-îles. Enfin, comme toute étude d'archéo, nous menons des analyses pour des datations au carbone 14 et, on le verra un peu plus loin, pour des analyses de bois. Face à l'étendue des baies, une prospection aérienne utilisant la technologie LIDAR a été réalisée. C'est l'image que vous avez sur votre droite. Pour autant, bien que le LIDAR montre une forme d'anthropisation du milieu, notamment par la présence de grands aménagements horticoles, les biandiniums que vous avez représentés ici en vert, attestant d'une forte anthropisation du milieu, notamment par l'aménagement, je le rappelais, de grands biandiniums pour la culture de l'igname. Celui-ci ne nous a pas permis pour autant d'identifier les hameaux kanak, les amas coquillers, les grandes structures de pêche visibles sur le bord de mer, ce qui a nécessité de recourir à des méthodes de terrain plus classiques, certes chronophages et exigeantes, mais néanmoins indispensables à une cartographie exhaustive permettant une compréhension fine de l'occupation humaine. Pour déterminer la profondeur chronologique de ma zone d'étude, nous avons avec mes collègues ouvert dans 2 baies 7 sondages archéologiques, dont 2 au centre de grands amas coquillers. Le traitement post-fouille me permet d'étudier un corpus de plus de 2000 tessons de poterie. L'analyse de cet ensemble révèle la succession de plusieurs traditions céramiques,
dont certaines étaient probablement fabriquées sur place, et d'autres, d'après les observations, venaient de la côte ouest de la Grande Terre. Les plus anciennes présentent des caractéristiques attribuables aux poteries de la période de Koné, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, tandis que les plus récentes relèvent de l'ensemble culturel traditionnel kanak, soit une succession céramique qui s'étend de la période de Koné à l'ensemble culturel kanak, et au fait vous avez 2500 ans de présence céramique sur ma zone d'étude. Les 2 sondages qui ont été réalisés au milieu des amas coquillers ont permis de questionner les économies de subsistance, donnant les résultats suivants avec 90% de restes consommés qui sont constitués de gastéropodes et 10% de bivalves. Ce constat, mis en relation avec les caractéristiques du milieu, témoigne d'une pratique importante de la pêche à pied par les groupes qui occupaient la presqu'île. Bien sûr, de nombreux restes ichtyologiques sont présents dans la collection, mais face à l'absence de spécialistes en Nouvelle-Calédonie, ils feront l'objet d'un programme de recherche, en tout cas un programme d'études spécifique, après la thèse, en collaboration avec le docteur Vainé Rouroua, archéo-ichtyologue au CIRAP de l'UPF. Enfin, grâce à ces fouilles, nous avons collecté de nombreux échantillons pour les datations du carbone 14. Les analyses effectuées indiquent une première occupation remontant aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ, suivie d'une présence humaine continue et croissante jusqu'à la période correspondant à l'ensemble culturel traditionnel kanak, venant ainsi confirmer les informations obtenues par l'étude typochronologique des céramiques. Érigés sur les plateaux latéritiques de la presqu'île, les symboles de l'unité des groupes, c'est aujourd'hui plus de 1200 cairns qui ont été inventoriés et enregistrés. Les observations de terrain, croisées avec les traditions orales recueillies auprès de plusieurs habitants de la presqu'île, témoignent de la pratique de rituels anciens sur le plateau minier, où les cairns jouent un rôle particulier qu'il faut mettre en relation avec la célébration de l'Igname Nouvelle. Elle démontre et offre une image profondément différente de celle véhiculée au début du XXe siècle par une lecture européenne longtemps dominante, qui considérait ces espaces comme inhospitaliers et jamais fréquentés par les Kanaks. La tradition orale collectée au cours de mes enquêtes décrit ces structures comme des représentations d'états d'igname érigés lors de grands rassemblements organisés à l'occasion de la fête de l'Igname Nouvelle. Ces rituels impliquaient à la fois des groupes côtiers et des groupes issus de l'intérieur du pays kanak de Kanala. Les datations effectuées à partir de coquillages volontairement déposés à l'intérieur des structures révèlent une période d'édification s'étendant sur près d'un millénaire. Par ailleurs, au cours des enquêtes de terrain, plusieurs interlocuteurs ont évoqué l'existence d'un réseau d'échanges entre la presqu'île et l'archipel des Loyautés. Ces échanges concernaient notamment une essence de bois spécifique et de grande valeur dans la société kanak. Grâce aux analyses anthracologiques menées par notre collègue Émilie Dott de l'UWA, menées sur des éléments collectés aux îles Loyautés, parmi lesquels des échantillons provenant d'une grande pirogue que vous avez ici, d'une flèche fêtière qui est le symbole fort de l'unité du groupe dans la société kanak, d'un chambranle que vous avez ici, plaques de bois sculptées encadrant l'entrée des cases, ainsi que de planches de pantage. Il a été démontré que ces objets ont été fabriqués à partir de Montrosiera cauliflora, plus communément appelée houppe. Cette essence de bois est complètement absente de la flore des îles Loyautés et provient exclusivement de la Grande Terre, confirmant ainsi l'existence d'un axe d'échange entre le pays kanak vers l'intérieur, mais aussi pour les groupes du bord de mer, ce qu'on appelle le plus souvent les gens de la mer, au fait tournés vers les sociétés qui vivent à l'opposé du Grand Récif. Pour résumer, les résultats de nos 4 années de recherche apportent les informations suivantes. Le premier peuplement de ma zone d'étude remonte au milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, avec une occupation qui s'est progressivement anthropisée sur une longue période et de manière continue. Cette occupation atteint son apogée avec la mise en place de vastes espaces horticoles et l'installation pérenne de groupes dans leur terroir, marqués par la création de hameaux présentant des caractéristiques d'une occupation attribuable à l'ensemble culturel traditionnel kanak. Les données révèlent l'existence de relations d'échange intenses tournées vers l'intérieur, matérialisées spatialement par une forte densité de simulacres de tas d'igname. Les datations obtenues indiquent une pérennité de ces pratiques s'étendant sur un millénaire. Ces échanges se projettent également vers l'extérieur du pays kanak de Kanala, en particulier vers les îles Loyautés. Cela se traduit par des échanges d'objets, notamment de bois, comme le montrent les résultats de l'anthracologie, qui attestent de la présence
d'essence allochtone dans des contextes de dépôts archéologiques sur les îles Loyauté. On pourrait alors s'attendre, compte tenu du relief très accidenté et de la situation enclavée de la presqu'île, proche du littoral, à une forme d'isolement ancien. Pourtant, les traditions orales kanaks, les sites archéologiques inventoriés, ainsi que les analyses des éléments patrimoniaux, convergent pour révéler une réalité bien différente, celle d'un maillage dense de relations, aussi bien vers l'intérieur de la Grande Terre que vers l'extérieur, en direction de l'archipel des Loyautés. Ce maillage traditionnel a toutefois été profondément bouleversé, voire totalement désorganisé, par la politique coloniale de cantonnement et de mise en réserve des groupes kanaks de la région. Cette réorganisation forcée du territoire a fragilisé, voire interrompu les anciens réseaux d'échanges internes, et plus particulièrement les réseaux inter-îles qui seront complètement abandonnés. 1 minute. Je vous remercie pour votre attention. Yorana Tatao, je m'appelle Émilie Teveite-Guibal, je suis doctorante en 2e année sous la direction de M. Antonino Troianiello. Donc, ma thèse porte sur un statut juridique sur mesure pour les collectivités européennes d'outre-mer, et du coup j'ai un petit peu remanié mon titre par rapport à la première année. Unis dans la diversité, telle est la devise officielle de l'Union européenne. Alors pour rappel, l'Union européenne, c'est une organisation internationale qui est composée de 27 États membres. Sauf que cette organisation est assez particulière car les États ont confié des compétences à cette organisation. Cependant, ces États ont des territoires d'outre-mer qui leur sont parfois rattachés. C'est le cas de la France qui compte un grand nombre d'outre-mer, comme la Polynésie française. Et on voit donc qu'il a fallu élaborer justement des statuts juridiques pour prendre en compte ces outre-mer européens. Donc d'un côté, nous avons les régions ultrapériphériques et de l'autre, les pays et territoires d'outre-mer. Donc plus précisément, de quel territoire parle-t-on ? On parle donc ici des outre-mer qui sont rattachés constitutionnellement aux États membres de l'Union européenne. Et je m'intéresse en particulier au statut juridique des RUP et des PTOM qui encadrent ces relations de ces territoires avec l'Union européenne. Un grand nombre de ces territoires sont français, comme je l'ai dit, mais il existe aussi des territoires qui sont portugais, espagnols ou encore danois. On distingue donc ces deux catégories juridiques. L'existence de ces deux catégories va faire en sorte que en fait, certaines collectivités vont bénéficier plus ou moins des financements européens ou appliquer plus ou moins intensément les normes européennes. Donc ma recherche, elle porte sur s'interroger sur la pertinence de la distinction entre RUP et PTOM. Je me pose la question de savoir si ce découpage statutaire il est réellement adapté aux enjeux spécifiques de chaque territoire, notamment en termes économiques mais aussi sociaux. Et l'intérêt aussi, c'est de réfléchir, est-ce qu'il ne serait pas possible de repenser ces catégories et d'aller au-delà de cette binarité entre RUP et PTOM pour réfléchir à d'autres statuts plus adaptés. Mais ma recherche va aussi poser des questions un petit peu plus larges, comme la question de la finalité de la construction européenne, voir si on est toujours dans cette logique d'intégration ou si on tend à la dépasser. Et je vais aussi m'interroger sur la notion de frontière européenne, car on voit qu'il existe des territoires qui sont situés au-delà du continent européen et qui appliquent la norme européenne. Et du coup, voilà, cet enjeu de reconnaissance aussi par l'UE de cette diversité des territoires d'outre-mer est aujourd'hui vraiment fondamental quand on voit la montée de tensions sur la scène internationale et l'intérêt géostratégique aussi de ces territoires d'outre-mer situés dans un espace de l'Indo-Pacifique qui est aujourd'hui majeur pour les puissances internationales. Alors, quelle est l'origine de la construction européenne de ces statuts ? Donc, on voit que l'idée d'une Union européenne, elle est créée premièrement par rapport à l'idée de construire une paix durable sur le continent européen. Et cette paix vient par la création de liens économiques forts entre les États membres. Et ces États membres, à l'époque, avaient des possessions, des colonies. Donc aujourd'hui, ce sont des PTOM pour ceux qui sont restés dans le giron de ces États membres. Et pour les autres, ils ont accédé à l'indépendance. Donc il y a des liens privilégiés en termes d'économie de ces États qui ont accédé à l'indépendance. Donc comme point de départ de la construction européenne, on peut noter par exemple le traité qui institue la Communauté européenne du charbon et de l'acier de 1951.
Donc ici, le critère pour prendre en compte ou non les territoires pour l'application de ce traité va être purement un critère territorial, donc il ne va pas forcément s'appliquer aux Outre-mer européens. Mais c'est véritablement le traité de Rome de 1957 qui va instituer la communauté économique européenne, qui va acter de l'existence de ces deux statuts, donc de RUP et de PTOM, en fonction justement de leur degré d'intégration à cette construction européenne. Donc on voit que les RUP sont des collectivités qui sont intégrées à l'Union européenne et qui vont appliquer ce droit européen. Et de l'autre côté, les PTOM disposent d'une autonomie, on va dire, plus poussée vis-à-vis de cette communauté européenne et de la norme européenne. Bon, ces statuts ont quand même néanmoins continué à évoluer au fil de la construction européenne. On peut noter certains traités qui ont apporté des précisions sur ces statuts, notamment le traité de Maastricht en 1992 qui fonde officiellement l'Union européenne, qui va définir le statut des RUP à travers une déclaration annexée au traité. On note aussi le traité d'Amsterdam de 1997 qui va définir, on va dire, des handicaps structurels qui affectent les régions ultrapériphériques, comme l'éloignement, l'insularité, ou encore le fait qu'il y ait une certaine dépendance aux importations. Et le traité de Lisbonne de 2007 va véritablement, on va dire, préciser ce statut des RUP en ouvrant la possibilité d'adopter des mesures un peu plus spécifiques pour ces régions européennes d'outre-mer. Donc, quel est le contexte juridique des régions ultrapériphériques? Alors, pour rappel, ce statut concerne 9 collectivités ultramarines. Donc, on compte par exemple La Réunion, la Guadeloupe ou encore les îles Canaries. Ces collectivités font, comme je l'ai dit, partie intégrante de l'Union européenne et appliquent à ce titre le droit européen avec certaines adaptations. C'est déjà ce qu'avait précisé l'arrêt Hensen en 1978 de la Cour de justice des communautés européennes qui se prononce pour ce principe de pleine applicabilité du droit communautaire à ces territoires avec ce principe général d'adaptation. Mais aujourd'hui, c'est réellement le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ses articles 349 et 355 qui précisent ce statut des régions ultrapériphériques, avec l'article 349 qui définit les contraintes auxquelles sont exposés ces territoires, et l'article 355 qui précise le cadre à quel territoire s'applique ce traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il prévoit aussi la possibilité de changer de statut de RUP à PTOM ou de PTOM à RUP. Et cet article, donc 355, concerne aussi les PTOM. Donc, quel est le cadre juridique des PTOM? Donc, ce statut, au contraire des RUP, il précise, on va dire, les relations pour les territoires qui ont un degré de, on va dire, un peu plus loin de l'Union européenne et de l'application de la norme européenne. Il concerne donc 13 territoires dont la Polynésie française, et cela représente une population d'environ 2,6 millions d'habitants. Donc ça concerne des territoires qui sont assez disparates, comme Aruba dans les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, mais aussi le Groenland. En ce moment, ce sont essentiellement des décisions d'association qui régissent ce partenariat entre l'Union européenne, l'État de rattachement, mais vis-à-vis aussi des collectivités concernées. Donc la décision d'association de 2021 régit ce partenariat jusqu'en 2027 et prévoit l'atteinte de certains objectifs comme la diversification durable des économies ou encore une gestion plus durable aussi des ressources naturelles. Enfin, ce statut permet aussi à ces territoires d'accéder à certains financements européens, mais dans des proportions moindres que pour les régions ultrapériphériques, et aussi de pouvoir postuler à des programmes horizontaux de l'Union européenne, comme Erasmus, le programme Horizon Europe pour la recherche supérieure, ou encore LIFE. Donc, quels sont les enjeux d'avoir un statut un peu plus adapté pour les collectivités ultramarines rattachées à l'Union européenne? Il existe aujourd'hui des revendications de certaines collectivités pour aller plus ou moins dans le sens d'une intégration européenne. En effet, on voit que certaines collectivités bénéficient d'une autonomie assez poussée d'un point de vue juridique, mais aussi financier. Et il y a des confrontations en fait, de points de vue entre cette volonté d'accéder peut-être à certains financements européens ou de poursuivre certaines politiques européennes, mais de l'autre,
justement de freiner en fait cette application de la norme européenne qui est indifférenciée. Donc on a eu certains changements de statut déjà. Donc Mayotte par exemple, qui était un PTOM, est devenu un RUP en 2014 pour notamment accéder à certains financements européens et poursuivre des politiques européennes. Et au contraire, Saint-Barthélemy est devenu un PTOM en 2012. Donc il apparaît pertinent aujourd'hui de s'interroger sur l'opportunité de dépasser ce clivage traditionnel entre RUP et PTOM, car les outre-mer européens font face souvent à des problématiques similaires en termes d'insularité, de complexité géographique ou encore de dépendance aux importations. On se demande aujourd'hui pourquoi en fait, il existe deux statuts différents pour qualifier des relations assez similaires au final, ou d'une situation géographique ou économique qui se ressemblent. Dans un article, le professeur de droit public Loïc Grard, notamment, il s'interroge sur l'opportunité d'inventer un statut intermédiaire entre RUP et PTOM pour dépasser cette binarité qui apparaît réductrice. Donc, mes recherches vont donc se concentrer sur la faisabilité de création d'une nouvelle catégorie. Moins de 1 minute. Okay. Mes recherches vont se concentrer sur la création d'une catégorie statutaire peut-être à mi-chemin entre les RUP et les PTOM, et vont aussi s'intéresser à dépasser cette distinction pour créer peut-être des statuts adaptés avec un texte d'organisation spécifique sur le modèle des lois organiques françaises pour les collectivités de l'article 74 de la Constitution. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Yorana, Emea Oa Oa Roa Ia Fa'atasi, Vau Ia Utu, I Teye Mahana. Je m'appelle Linda. Comme vous avez pu le constater, je ne parle pas tahitien, mais j'essaye. Moi, je suis canadienne. Je suis en 2e année de doctorat en co-tutelle internationale sous la direction de Jacques Vernodon et de Daniel Moore à l'université Simon Fraser au Canada. Et en fait, mon projet doctoral cherche vraiment à amplifier les voix et les perspectives des élèves dans le développement de politiques en éducation. Dans beaucoup de secteurs, je pense qu'on considère que consulter, sonder la population qu'on cible, sa clientèle, c'est très important. Et en éducation, notamment dans le domaine des politiques publiques, c'est encore assez peu fréquent finalement d'aller solliciter la perspective des enfants. Et alors que la recherche montre qu'en fait c'est une pratique qui mériterait d'être plus répandue, et je pense que dans ce cadre-là, ça fait un peu écho aux propos d'Anita qui a présenté ce matin. Et donc pour contextualiser un petit peu ma recherche, c'est un projet qui est multisitué dans le sens où je travaille sur 2 terrains, la Polynésie française, mais aussi la Colombie-Britannique, qui est une province anglophone la plus à l'ouest du Canada. Et c'est aussi un projet multisitué dans le sens de la démarche que je prends, parce que j'essaye vraiment de mettre en lumière des convergences au niveau politique, institutionnel, social, dans 2 espaces géographiques qui sont distincts. Et je me multisitue aussi moi-même dans le sens où j'apporte toute une diversité de perspectives en abordant mon projet, parce que je suis étudiante doctorante, mais je suis enseignante de formation. Je travaille en ce moment pour le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique. Donc tout ça, ça amène une grande diversité de perspectives. Souvent, quand je parle de mon projet, la première question qu'on me pose, c'est « mais pourquoi la Polynésie française et la Colombie-Britannique ?» Le lien paraît pas forcément très intuitif, et pourtant, si on s'y penche de plus près, en fait, on se rend compte que la Polynésie française et la Colombie-Britannique sont 2 régions du monde qui sont très plurilingues. On a le français, des langues autochtones, l'anglais, des langues d'immigration qui coexistent, notamment au sein du système éducatif. Ce sont aussi des régions du monde où il y a des langues autochtones en danger. Et dans ces 2 régions, les gouvernements prennent des engagements pour contribuer à la revitalisation de ces langues, notamment à travers les programmes scolaires, les écoles bilingues, etc. Et la dernière chose que je mentionnerai, c'est que dans les 2 cas, on a des complexités politiques, parce que dans les 2 cas, autant en Polynésie française qu'en Colombie-Britannique, on a 2 niveaux ou 2 paliers de gouvernement, avec le gouvernement local qui a principalement la compétence en matière d'éducation, et un gouvernement national qui gère plus les questions de langues officielles, etc. Donc tout ça, ça fait qu'en fait, ce sont 2 écosystèmes qui sont vraiment très intéressants à mettre en relation quand on s'intéresse au plurilinguisme et à l'enseignement des langues à l'école.
Et ce qui m'intéresse vraiment dans les questions d'éducation aux langues, c'est que ce sont des thématiques qui sont très complexes et très sensibles aussi, parce que c'est lié aux questions d'identité, représentation sociale, des idéologies qui sont parfois très ancrées dans les sociétés, mais aussi des questions de relations de pouvoir, quand on pense par exemple à des choses comme la marginalisation ou la hiérarchisation de certaines langues. Donc tout ça, pour moi, c'est un contexte très fascinant. Dans le cadre de ma recherche, moi, je définis les politiques linguistiques éducatives comme les lignes directrices qui sont émises par les gouvernements quant à l'enseignement des langues à l'école. Donc ça peut être là où les langues de scolarisation, là où les langues qui sont enseignées dans les écoles, la durée d'apprentissage pour l'enseignement des langues, etc. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer, si vous voulez, les enjeux qui émergent dans l'éducation aux langues qui a lieu dans des contextes hautement plurilingues. C'est de regarder aussi comment ces politiques linguistiques éducatives, elles peuvent être élaborées de manière à promouvoir la diversité tout en reflétant aussi la diversité des élèves pour qu'ils s'y retrouvent dans l'école. C'est de regarder comment l'éducation plurilingue et pluriculturelle, ça peut être une approche pertinente pour contribuer à la revitalisation des langues autochtones ou des langues en danger. Et puis surtout, c'est aussi de comparer, si vous voulez, ou de s'intéresser à l'expérience et au vécu des élèves. C'est-à-dire qu'est-ce que les gouvernements disent et comment est-ce que les enfants vivent finalement ces politiques linguistiques éducatives. En termes d'approche méthodologique, j'ai opté pour 2 volets. Le premier, c'est une étude des analyses, une étude des directives officielles. Donc, c'est regarder une étude documentaire, si vous voulez, des politiques éducatives linguistiques en vigueur, du cadre institutionnel dans lequel elles s'inscrivent, etc. J'ai aussi mené des entretiens semi-structurés avec des décideurs institutionnels. Et c'est vraiment l'enjeu, c'est de faire ressortir les objectifs, les défis, les opportunités, les points de tension aussi entre ces 2 niveaux de gouvernement. Et après, la deuxième partie ou le deuxième volet de mon projet, c'est une recherche-action collaborative en partenariat avec des élèves. Donc c'est vraiment d'entreprendre un travail réflexif avec les enfants sur leur expérience de l'apprentissage des langues à l'école. Et c'est aller, comme je le disais, chercher à amplifier leur voix en les considérant comme des acteurs sociaux compétents, vraiment. Donc, comment je m'y suis prise ? J'ai établi un partenariat avec 2 écoles, une en Polynésie française, une en Colombie-Britannique, 2 écoles qui sont bilingues. En Polynésie française, bilingue français, Reo Tahiti, et en Colombie-Britannique, anglais, qui est notre langue principale, et français. Et puis, les enfants ont entre 10 et 13-14 ans. Et là, on a entrepris avec leurs enseignantes tout un travail avec elles. Donc, on leur a en fait présenté le projet de recherche en disant « Vous allez devenir co-chercheurs dans ce projet et on va s'intéresser à la place des langues à l'école, dans la société, dans les familles. » Donc, on a entrepris tout un travail réflexif avec les enfants sur quelles sont les langues qui sont présentes dans leur quotidien, quelles sont les langues qui sont absentes, quelles langues ils entendent, quelles langues ils voient. On a fait les choses très correctement, donc on leur a fait une petite formation à l'éthique, qu'est-ce que c'est que le consentement, le droit à l'image. On les a formés aussi sur la collecte de données, comment on va ramasser des données, comment on fait un sondage, comment on fait des entrevues, évidemment pour des enfants de 10 ans. Et ensuite, les enfants ont développé leurs propres questions, leurs sondages. Donc, les enfants de Polynésie ont fait un sondage aux parents, il y a eu une centaine de réponses, ce qui est quand même plutôt bien. Et donc les enfants sont allés dans la communauté et ont mené des entrevues avec les adultes de l'école, de leur famille. Donc ils ont fait des entrevues en Polynésie française, en français et en tahitien avec la directrice, les enseignants, le personnel communal, les autres élèves, comme je disais, sonder les parents, etc. Et l'idée, c'est de s'appuyer ensuite sur les points de vue des enfants pour émettre des recommandations pour améliorer l'apprentissage et l'enseignement des langues à l'école. Donc les enfants ont pris ça très à cœur. Ils sont très à cheval sur l'éthique, plus complexe que le comité d'éthique de Simon Fraser University. Et donc, ils se sont pratiqués, ils ont enregistré, comment on facilite des entrevues, ils ont créé leurs questions. Donc ça, c'était en Polynésie française. Puis ici, c'est chez moi en Colombie-Britannique, où ils ont invité aussi des membres de la communauté à venir à l'école pour les interviewer justement sur leur perception. C'était des choses sur quelles sont leurs langues maternelles, quelle langue ils parlent, est-ce qu'ils pensent qu'apprendre plusieurs langues pour les enfants c'est important, est-ce qu'ils essayent de transmettre la langue dans leur famille, etc., etc.
Et en fait, je pense qu'à travers ce projet, j'essaye vraiment de concevoir la démarche comme ancrée dans un processus relationnel où on va vraiment co-construire des savoirs ensemble et encore une fois s'appuyer sur les enfants parce que finalement, ils sont un peu experts de leurs propres expériences et quand on leur donne les outils, ils ont des choses très intéressantes à dire. C'est aussi aller essayer de chercher des méthodes de recherche, je dirais peut-être un peu moins traditionnelles, pour vraiment ouvrir une diversité épistémologique, donc aller bousculer un petit peu cette idée d'adultocentrisme qui des fois prime un peu dans notre société, ou bien j'ai parlé du fait que certaines questions liées à la langue sont très personnelles, très sensibles, donc c'est comment est-ce qu'on laisse une certaine place aux émotions, aux représentations dans les méthodes qu'on emploie. J'aime beaucoup l'expression de Saminathan et Kinsella qui disent « listen effectively », c'est comme écouter mais avec vos émotions, donc je trouve ça assez intéressant. Et puis finalement, c'est essayer de rééquilibrer un petit peu les relations de pouvoir entre chercheurs et participants, justement en mettant en avant les voix des élèves. Et ce que j'ai mis ici, je trouvais ça un peu rigolo pour conclure, c'est un poster que Alex a fait, qui est une étudiante au Canada. Et donc Alex a embarqué dans le projet là, de manière très enthousiaste. Elles ont créé avec ses amis et les autres élèves un sondage. Et puis elle a pris l'initiative d'aller afficher des posters partout dans l'école avec un QR code pour vraiment encourager la participation. Bon, j'accorde quand même qu'au niveau de choix de la police et de la visibilité, là, on a encore des progrès à faire. Mais elle a mis « Please use QR code, it's for a study my class is doing and your input would be greatly appreciated ». Mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'elle a mis en bas. C'est « From a student named Alex ». Et on voit dans ce choix de mots que c'était vraiment important pour elle de dire « c'est pas un projet d'adulte, c'est un projet mené par les élèves ». Et là, on est juste en train de faire l'analyse réflexive avec les enfants. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont des messages très, très forts pour les adultes. Mais vraiment des choses très poignantes. Et ils disent les choses de manière très simple, mais avec des mots très justes. Et donc, j'espère avoir l'occasion de revenir peut-être l'année prochaine pour vous parler un petit peu plus de ces résultats. Voilà, merci beaucoup.